Bonjour jeunes gens, alors nous voici repartis avec une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, le but de cette vidéo c'est qu'à chaque instant vous pouvez faire pause et ainsi prendre en note correctement dans votre cahier le cours. Alors vous pouvez noter chapitre 10, j'ai oublié le numéro 10, Rome, du mythe à l'histoire. Donc vous le notez bien en rouge sur une nouvelle page. D'abord, nous allons introduire le sujet, mais remarquez mon fond de diaporama, il s'agit ici de la ville de Rome en maquette reconstituée comme à l'époque antique. Justement, la ville de Rome a des origines mythiques, c'est-à-dire légendaires. Nous allons donc étudier ces légendes. Cette ville est aussi une petite cité au départ, une petite ville au départ qui invente un nouveau régime politique, la République. Et puis progressivement, au fil de ses conquêtes militaires, cette ville devient un empire, c'est-à-dire que progressivement, les Romains vont conquérir l'ensemble du bassin méditerranéen. Alors, toujours dans l'introduction, nous allons nous poser la question suivante, et nous allons tâcher d'y répondre dans le cours. Comment la petite ville de Rome est-elle devenue la plus grande cité du monde méditerranéen ? Alors cette introduction est finie, vous pouvez noter en rouge le titre du grand 1. Comment Rome est-elle née ? Et pour commencer cette étude, je vais vous laisser regarder la vidéo suivante. Nous prendrons certains éléments avec un exercice juste après. C'est exactement dans ce type de paysage, à un endroit où le fleuve est large, qu'il faut imaginer qu'a pris place la légende de la fondation de Rome. La légende de la fondation de Rome, ce sont les deux jumeaux, Romulus et Rémus, dans leur berceau qui est porté par une des grandes inondations d'hiver du Tibre, qui est déposé au pied du Palatin, à l'endroit même où la ville de Rome sera fondée. C'est ce qui fait que le Tibre est intimement lié à l'histoire de la fondation de Rome, à la ville de Rome et à toute son histoire dans le cours des siècles. Le site originel de Rome, le voici donc. Cette colline, des marécages et le Tibre. Un site naturel qui est aussi devenu un décor de légende. Une légende désormais illustre. Romulus et Rémus sont les fils d'une Vestale et du dieu Mars. Les deux jumeaux ont été abandonnés au Tibre, puis recueillis par une louve. Elle les allaite et leur sauve la vie. Les enfants sont finalement recueillis par un berger. Il va les élever chez lui avec sa femme, comme si ses jumeaux étaient leurs propres fils. Devenu adulte, Romulus décide de fonder une ville nouvelle, près du Tibre. Il en trace les contours à l'aide d'une charrue. Mais il se querelle avec son frère et le tue. Romulus devient ainsi le premier roi de Rome. Rome, d'abord simple village de cabanes, au-dessus du fleuve, bien protégé par sa muraille de terre. Et le plus surprenant, c'est que cette vision de légende se confond avec la réalité historique. L'archéologie confirme dans une certaine mesure le récit de la fondation de Rome sur le Palatin par Romulus, puisqu'on a trouvé à cet endroit précisément des cabanes qui datent du 8e siècle avant notre ère, qui est la date légendaire admise par les Romains de la fondation de la ville. Les Romains avaient eux-mêmes conscience des traces archéologiques qui existaient sur le Palatin, puisque l'endroit supposé de la cabane de Romulus, avec les vestiges qu'on peut encore voir aujourd'hui, était connu et était conservé à l'époque romaine déjà. Voilà pour la vidéo, nous pouvons reprendre le cours ensemble. Pour ce grand 1, je vous propose de reprendre cette vidéo à travers un tableau et à travers les pages 84 à 89. Ici, vous devez reproduire le tableau et ainsi répondre aux 3 questions suivantes.
Qui seraient les premiers habitants du site de Rome? Deuxième question, à quelle date Rome devient-elle une cité? Et troisième question, comment donc Rome devient-elle une cité? D'un côté, vous devez remplir selon la légende et de l'autre selon l'archéologie, c'est-à-dire comment cela s'est passé dans le réel. Il est sûrement intéressant de marquer un instant de pause afin de bien recopier ce tableau et aussi avoir le temps de le remplir. Nous pouvons procéder donc à la correction de ce tableau, en tout cas la correction que je vous propose. D'abord, selon la légende, ce serait Énée et sa descendance, Romulus et Rémus, qui auraient été donc les premiers habitants du site de Rome. Selon l'archéologie, les premiers habitants du site du Palatin sont les bergers et puis ensuite les Étrusques. La date maintenant de la création de Rome, vers 753 avant Jésus-Christ pour la légende et au 8e siècle avant Jésus-Christ pour l'archéologie, ce qui correspond en fait, les deux dates sont semblables. Comment a été créée la cité de Rome après une bagarre entre Romulus et Rémus, et c'est Romulus qui a gagné et qui a créé la nouvelle ville selon la légende, et selon l'archéologie ce seraient les Étrusques qui auraient construit des remparts, des égouts et toute une ville en fait qu'on a appelée Rome. Allez, nous allons faire un petit bilan et faire le cours donc sur ce grand 1. D'après la légende, transmise par des auteurs comme Virgile ou Tite-Live, Rome a été fondée par Romulus. Et c'est un descendant, Romulus, du Troyen, quelqu'un qui vient de la ville de Troie, Énée, vers donc 553 avant Jésus-Christ et sur la colline du Palatin. Les archéologues ou l'archéologie confirment cette installation au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc comme la mythologie, autour du fleuve qu'on appelle le Tibre, donc sur le Palatin. Rome est ensuite conquise par des Étrusques, c'est un peuple qui vient du nord de l'Italie, et au 3e siècle avant Jésus-Christ, il s'y installe. Allez, il est temps pour nous de faire une pause dans le cours, vous pouvez arrêter cette vidéo, nous passerons au grand 2 lorsque nous nous retrouverons à un autre moment. Allez, c'est reparti pour le grand 2. En rouge donc, grand 2, l'organisation de la cité. Alors, je vais vous demander à nouveau de sortir votre manuel et d'ouvrir les pages 90-91. Alors, je vais vous demander d'observer ces pages, cette double page, donc 90 d'abord avec ces photos, avec ces plans. Et ensuite, je vais vous demander de reproduire sur votre cahier le tableau qu'il y a en bas de la page 91. Ainsi, vous devez retrouver ce qu'on fait dans chaque bâtiment et ensuite quelle fonction a ce bâtiment, soit religieuse, soit économique ou soit politique. Allez, vous pouvez marquer un instant de pause afin de remplir ce tableau à l'aide des documents. Alors, voici la correction. Dans la Curie, vous y trouvez le Sénat. Ça a donc une fonction politique. La voie sacrée est une route, un accès, qui a aussi une fonction politique, puisqu'on l'utilise lors de grands rassemblements ou de moments forts. Les basiliques sont des salles où l'on fait du commerce, ça a donc une fonction économique. La place des comices, on y vote, on y a accès à une tribune pour des discours, on y écoute d'autres discours, ça a donc une fonction politique. Et pour terminer, les temples ont une fonction donc religieuse, on y fait des prières, on y invoque des dieux. Alors juste après avoir évoqué ces bâtiments, je vous propose un A, donc en vert, Rome, une république. Je vais ici faire un cours. Tout d'abord, vous pouvez noter que le gouvernement donc de Rome, de la cité, repose sur 3 types de pouvoir, 3 choses qui ont le pouvoir. La première chose, c'est l'Assemblée des citoyens. La deuxième, ce sont les magistrats qui détiennent le pouvoir. Et la dernière, c'est le Sénat qui détient le pouvoir. Alors en apparence, cela peut ressembler à une démocratie, c'est-à-dire comme à Athènes, au peuple qui détient le pouvoir. Mais en réalité, seuls les riches ont le temps de gouverner et ainsi participer aux assemblées des citoyens, aux magistratures ou au Sénat. Ainsi, le gouvernement politique à Rome s'appelle une république. Voici la définition de la république. C'est un État dans lequel le pouvoir appartient à l'ensemble des citoyens ou à une partie seulement qui est représentative de ces citoyens. L'inverse de la République, c'est quand il y a une seule personne au pouvoir, c'est ce qu'on appelle une tyrannie ou une dictature.
Alors voici un document qui vous compare 3 régimes que nous avons étudiés en histoire cette année. Attention, vous n'êtes pas obligé de recopier ce document, c'est simplement pour comparer. Les Égyptiens avaient un pharaon, souvenez-vous, qui avait tous les pouvoirs, donc c'était une monarchie. Nous avons vu au chapitre précédent que les Athéniens étaient en démocratie et que le peuple discutait et décidait des grandes choses de leur territoire. Les Romains, eux, et ça vous pouvez le noter, sont en république, c'est-à-dire que le peuple vote des lois, élise des magistrats qui gouvernent à leur place. Et très souvent, ce sont les riches qui sont au pouvoir car ils ont le temps et les moyens financiers. On peut aussi appeler ça une oligarchie. Allez, nous pouvons passer au B en vert. On va étudier le forum. Vous l'avez au document 1 à la page 90. Le forum est une grande place centrale et très souvent c'est le centre de la vie de la cité. C'est là où tout s'organise. C'est donc le lieu central, là où s'organise la politique, l'économie, la religion, là où les Romains discutent, font des affaires ou prient. Allez jeunes gens, le grand 2 est fini. Il est temps pour nous de faire une pause. Nous reprendrons le cours un peu plus tard. Allez, c'est reparti, nous pourrons commencer le grand 3. Et vous pouvez noter en rouge, grand 3, comment Rome domine-t-elle le bassin méditerranéen. Pour faire cette étude, vous ouvrez votre manuel aux pages 92-93 et je vous demande de prendre le temps de répondre aux questions 1, 2 et 3. Et à nouveau, je vous invite à faire pause pour faire cet exercice. Allez, procédons maintenant à la correction. D'abord, la première question, avec la carte page 85 et le document 4. Quels territoires sont conquis par la République romaine et que pensent ceux qui résistent à la domination romaine? Alors, pour les conquêtes, d'abord, Rome est initialement une ville au 5e siècle avant Jésus-Christ, puis conquiert l'Italie, et enfin, au 1er siècle avant Jésus-Christ, elle va conquérir tout le pourtour méditerranéen ou presque, ce que vous avez sur la carte en jaune. Alors ceux qui résistent sont donc pas coloriés en jaune et évoquent cette conquête militaire de Rome par une volonté de domination de richesse et aussi par la volonté de faire la guerre pour la guerre et que cet empire est né et restera guerrier. Je vous ai ainsi souligné les phrases importantes du texte. Question 2. Comment Rome étend-elle sa domination sur la Méditerranée? Tout d'abord, le document 1 vous évoque le nombre de soldats, de fantassins. Ici, vous en avez une représentation, la représentation d'un légionnaire romain. Le document 3 vous évoque la conquête romaine d'une ville espagnole, et ici la construction de murailles pour que les Romains puissent défendre cette ville. Puis nous l'avons déjà évoqué, mais le document 4 en parle, c'est la guerre qui permet à Rome d'étendre sa domination sur le monde méditerranéen. Troisième et dernière question avec les documents 2 et 3, à qui Rome accorde-t-elle le droit de devenir citoyen et comment se manifeste l'influence romaine dans les territoires conquis? Les Romains accordent la citoyenneté aux territoires qu'ils ont vaincus, et en particulier et en premier lieu à tous les guerriers qui se sont battus à leur côté. Ainsi, l'influence romaine se diffuse par l'acquisition de la citoyenneté des pays conquis, mais aussi, comme vous le voyez sur ce document 3, par l'architecture. En effet, les Romains font construire des bâtiments typiques de Rome, comme le forum ou encore les basiliques ou les amphithéâtres. Voilà pour les différentes questions. Je vous propose maintenant de noter la phrase de cours. Donc, grâce à une puissante armée, Rome a conquis un vaste territoire tout au long de l'espace méditerranéen. Donc, tout comme vous l'aviez dans votre manuel, cet espace est colorié ici en orange et puis en jaune. C'est ainsi que s'achève le chapitre 10. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau chapitre. À très vite!